On ouvre la troisième partie de ce 21-23. On vous a parlé sur ce plateau, évidemment, de tout ce qui se joue en ce moment au Moyen-Orient, en Iran. Je rappelle cette dépêche, cette déclaration des gardiens de la Révolution il y a une heure, l'Iran prêt à une guerre d'usure qui détruirait l'économie mondiale. On va faire un petit pas de côté, passionnant et inquiétant à la fois, sur l'autre guerre dans la guerre, une guerre de l'ombre, la guerre des services de renseignement. Et on va parler du plus célèbre, du plus puissant des services de renseignement sur la planète avec la CIA américaine, bien évidemment le Mossad israélien, et parce qu'on a envie d'en savoir plus sur cette guerre de l'ombre qui se joue en ce moment. On va en parler avec vous, Gil Miraeli. Bonsoir, vous êtes historien et directeur de publication de la revue Conflit. Vous avez notamment beaucoup travaillé sur l'histoire, notamment du Mossad. Guillaume Ancel, vous êtes toujours avec nous, ancien officier et chroniqueur, auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, aux éditions Autrement, et du blog Ne pas subir. Alors, pour lancer la discussion, vous en avez entendu parler ces derniers jours beaucoup, mais on va vous rappeler, vous allez voir un extrait du reportage d'Ambroise Boulès là-dessus, cette histoire qui déchaîne un petit peu les passions, je voyais ça sur les réseaux sociaux, l'histoire de ce général iranien, Ismail Kouani, qui échappe à beaucoup de bombardements américains ou israéliens par le passé. Est-il lui-même un espion infiltré des Israéliens au cœur du régime des Mollahs? Interrogation, et puis vous me donnerez votre avis juste après. On regarde. Ce général iranien est-il incroyablement chanceux ou totalement espion? Depuis 1 an et demi, Esmail Kahani semble échapper miraculeusement à la mort quand tout son entourage est décimé. Chef de la force Al-Quds, l'unité des gardiens de la Révolution chargée des actions extérieures, sa survie aux opérations israélo-américaines alimente les soupçons. En octobre 2024, il est donné pour mort après une frappe de drone au Liban, où il se trouvait pour rencontrer des cadres du Hezbollah. Mais quelques jours plus tard, il réapparaît à la surprise générale aux funérailles d'un responsable militaire à Téhéran. En juin 2025, Esmail Kahani est de nouveau déclaré tué parmi plusieurs dignitaires iraniens. Mais là encore, il revient d'entre les morts lorsqu'il participe tout sourire à une manifestation pro-régime. Il n'en faut pas plus pour alimenter les spéculations sur les réseaux sociaux. Des internautes israéliens publient des montages pour remercier avec ironie celui qu'ils décrivent comme un agent au service d'Israël. Les derniers événements sèment encore plus le trouble. L'attaque du 28 février à Téhéran a tué l'essentiel du haut commandement militaire iranien. Mais quid d'Esmail Kahani ? Certaines sources affirment qu'il n'a pas participé à cette réunion. D'autres affirment qu'il a quitté les lieux simplement quelques minutes avant les premiers bombardements. En tout état de cause, on n'a aucune nouvelle de lui. Alors, un grand mystère, là, c'est vraiment digne d'un roman d'espionnage, même si c'est la dure et triste réalité de la guerre. Je précise que le Mossad israélien a bien dit non, c'est pas un de nos espions. Enfin, évidemment, on se doute que le Mossad n'aurait pas confirmé si c'était agi du contraire. Mais juste, est-ce que cette histoire, évidemment, on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais quand même, c'est un peu étonnant. On sait que le Mossad recrute et est très infiltré dans beaucoup d'endroits. Là, on est quand même un général iranien qui semble sortir pour aller, je sais pas, aux toilettes ou chercher une bouteille d'eau avant chaque bombardement. Alors, ce qui a été dit, je ne sais pas à quel point ça a été confirmé, c'est que le chef de contre-espionnage de Gardiens de la Révolution était en contact avec Israël. Donc ça, c'était plus ou moins publié. Alors, donc c'était un autre chef, le contre-espionnage des oui. Gardiens de la Révolution. Oui. Pour ce qui concerne M. Kahani, ça me semble un peu farfelu, cette histoire. Si tout le monde en parle, c'est que le contre-espionnage chez eux est aussi au courant. Et s'il n'a pas été arrêté, interrogé, voire pire, c'est que c'est juste une sorte de mème planétaire. C'est tombé sur lui, le pauvre, il subit, mais je ne pense pas que c'est un bon exemple. Vous nous dites, il n'y a aucune ironie là-dedans, voilà, il a eu de la chance. Il a eu de la chance à plusieurs reprises. Oui, il a la baraka. Il a eu de la chance. Et sinon, franchement, ça me semble pas vraiment le bon exemple. Vous avez un sourire un peu amusé, Guillaume. Oui, parce que quand on voit les panneaux, par exemple en Israël, où on dit 5Q général, pardon, mais ça pue l'opération de manipulation. Enfin, je veux dire, si c'était... De quel côté ? Alors,
plutôt, à mon avis, du côté israélien, parce que c'est sûr que si c'était un espion du Mossad, le Mossad n'irait pas pousser des informations en disant « Vous avez vu, le type, là, il a survécu à toutes nos opérations ». Non, ça ressemble plutôt à... Vous ne croyez pas qu'il y a un doute sur ce type qui est un des patrons des gardiens de la Révolution? Or, on sait que c'est les gardiens de la Révolution qui sont les vrais détenteurs du pouvoir. Donc, est-ce que certains services secrets n'espèrent pas que le régime iranien le laisse de côté en disant, au fond, ce ne sera même pas à nous de l'éliminer, c'est eux qui vont le faire. Donc, ça ressemble à une opération d'intox. C'est assez peu vraisemblable que les informations qui soient diffusées de cette manière soient anodines et vraies. Je suis assez d'accord avec Gilles, ça ressemble à un truc faisandé. Il y a des manières plus subtiles et plus crédibles de le faire, de faire soupçonner quelqu'un. Ça, c'est télégraphé des 1000 kilomètres, c'est cousu de fil blanc, je ne sais pas quelles autres banalités on peut dire pour expliquer que c'est très, très invraisemblable. Alors, on évacue cette histoire, hein, qui était la dernière en date, mais donc on va se plonger un peu dans ce Mossad israélien. D'abord, on va juste regarder un extrait du reportage de notre correspondant à Jérusalem, Arnaud Miguet, sur tout simplement pourquoi le Mossad a-t-il les meilleurs agents, les meilleurs James Bond de la planète, sans doute avec la CIA. Et on revient notamment sur cette incroyable opération dont vous vous rappelez évidemment tous les deux, au Liban contre le Hezbollah, ces fameux beepers qui étaient piégés. On regarde un extrait et on en parle après. Beyrouth, il y a un peu plus d'1 an, dans les quartiers chiites de la capitale libanaise, l'opération Beeper va commencer. Des appareils piégés explosent entre les mains des membres de l'organisation ennemie d'Israël, le Hezbollah. C'est l'opération la plus spectaculaire du Mossad, les services secrets israéliens. Ces fameux beepers, les voici avant et après les détonations. Déclenchés à distance, ils blessent d'un seul coup près de 3000 membres de la milice chiite et tuent 12 personnes dans plusieurs villes libanaises. Comment le Mossad a-t-il réussi à infiltrer la chaîne d'approvisionnement et devenir fournisseur officiel du Hezbollah? C'est le résultat d'un travail de plusieurs années, voire dizaines d'années d'infiltration et de renseignement. Alors, cet exemple du Liban me permet de vous poser la question, comment le Mossad a-t-il pu devenir, au cours de décennies, aussi performant? Il n'y a aucune gloire là-dedans, hein. Je donne juste des faits. Et ce qui m'étonne, encore une fois, je parle juste de faits, ça vient d'un petit pays par sa population, Israël, qui est un pays qui a grosso modo 10 millions d'habitants, qui a réussi, et qui est un pays jeune, 1948, qui réussit en peu de temps, avec une petite population, à devenir le service secret de la planète aux côtés de la CIA. Comment est-ce que c'est techniquement, humainement, démographiquement possible? D'abord, Israël est menacé depuis sa création. Ça a même commencé, on peut commencer l'histoire une vingtaine d'années avant, mais Israël est sous pression militaire. C'est une menace existentielle. Israël a aussi quelques autres atouts, c'est que très très vite, les systèmes font en sorte qu'on exploite de manière presque optimale les capitals humains. Les lycéens passent des examens, les meilleurs sont écrémés pour les unités d'élite, pour la formation de pilotes, etc., etc. Donc, l'État a la main sur toute la population. On choisit les meilleurs, ils vont vers les meilleures unités. Donc, on a des viviers très intéressants. Et puis, il y a quelque chose qui est très, très important quand on connaît la société israélienne. La France, par exemple, marche en silo. Il y a les corps professionnels, donc il y a les ingénieurs d'armement, il y a ça, et ces gens-là ne se parlent pas entre eux. Tandis qu'en Israël, c'est un système de passerelles. Vous avez une idée, vous connaissez quelqu'un, vous frappez sur sa porte, vous dites « tiens, j'ai une idée, viens dans mon bureau dimanche », etc. Donc, et ça, c'est facilité parce que c'est un petit pays en population? C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est comme ça.
Disons que ici, on travaille par silo, on entre quelque part et on sort à 65 ans, et on se méfie, les ingénieurs et les officiers, etc., c'est un peu compliqué. Il y a des allers-retours, on voit maintenant ce qui se passe, par exemple, en Ukraine. L'une des raisons de leur réussite, c'est que les retours d'expérience arrivent très vite chez les ingénieurs qui envoient les choses vers le terrain sans passer par 3 commissions, 30 copies, etc., etc. Donc, en Israël, il y a cette façon de tout connecter avec tout. Qu'est-ce que ça fait? Si on met de l'argent et si les politiques disons, encouragent, on peut avoir une organisation à la fois qui a accès aux meilleurs qui sont formés, qui a aussi accès à une technologie de pointe, qui bénéficie de moyens, parce que tout ce qu'on voit ces dernières années, ça a coûté des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Donc, il y avait des investissements importants. C'est pas 300 personnes. C'est un investissement à long terme, et puis c'est un plan à long terme. C'est une organisation qui a beaucoup embauché. Et donc, on peut parler d'un écosystème avec créativité, audacité, beaucoup de moyens et un accès aux meilleurs. Guillaume, ce que dit Guy là à l'instant, c'est quoi? C'est que, contrairement, enfin, je sais pas, nous, on a un bon service d'espions, la DGSE, mais voilà, on n'est pas au niveau du Mossad, alors qu'on est un pays 7 fois plus peuplé. Mais parce que là, ce que disait Guy, le Mossad va donc, dès les lycées, recruter ou on crée un écosystème dans lequel on peut puiser. On les fait monter. Ce que je retiens dans ce que dit Guy, c'est quand même d'abord qu'Israël est sous une pression maximale. Donc pour elle, c'est une question de survie, l'efficacité de ses services secrets. Par contre, décennie quasiment. Donc, des services secrets qui parlent, c'est c'est assez contradictoire. Donc en fait, quand on a des informations, y compris du Mossad sur le Mossad, on peut douter de ce vers quoi ils veulent nous emmener. Parce que par essence, un service secret communique le moins possible. D'ailleurs, on n'entend jamais parler de la DGSE, sauf quand il y a une série télévisée sur le sujet, mais ça, c'est pour recruter. Mais pour le reste, ce sont des services qui évitent de communiquer par nature. D'ailleurs, j'ai toujours eu un doute sur un soi-disant officier du KGB qui fait le tour des plateaux médias en France, dont je n'imagine pas 2 secondes le KGB l'accepter. Donc, pour moi, il y a misfit. Par ailleurs, on fait aussi une confusion entre le service secret et les décisions politiques qui sont prises par ailleurs. Vous voyez, le beeper, l'affaire du beeper, c'était vraiment une prouesse, organisationnelle, d'arriver à infiltrer un système aussi paranoïaque que le Hezbollah et à plomber, quasiment les fabricants et à les plomber. de beepers. Mais par contre, d'ailleurs, en tout cas des amis dans l'armée israélienne m'ont dit qu'ils avaient beaucoup reproché à Benjamin Netanyahou d'avoir utilisé les beepers à un mauvais moment. Parce qu'ils n'étaient pas sur le point d'attaquer le Hezbollah. Ils auraient préféré le garder. C'était une cartouche à un coup, l'histoire des beepers. Pour le moment où le Hezbollah voulait attaquer Israël. Typiquement, ce qui se passe actuellement. Donc, il y a la décision politique qui veut absolument montrer qu'il a un très bon service secret, mais c'est pour se mettre en avant. Et puis le Mossad qui n'était pas forcément très heureux qu'on ait utilisé les beepers à un moment qui n'était pas forcément adapté. Et dernière chose, j'ai toujours été étonné du côté américain. C'est très étrange. La CIA dit volontiers qu'elle fournit beaucoup d'informations au Mossad, qu'ils aiment bien travailler avec le Mossad, mais qui sont très méfiants parce qu'ils savent que le Mossad ne leur dit jamais tout. Alors allez-y, Guy. Allez-y. Alors, par rapport à l'opération de Beeper, ce qui est très intéressant, c'est que Israël est arrivé, et c'est pas uniquement le Mossad, c'est d'autres agences qui s'occupent du Liban. Ils ont compris que les points forts de Hezbollah allaient devenir son point faible. Le point fort, c'est que c'est un groupe qui travaille avec des gens qui se connaissent, souvent par des réseaux claniques, familiales, etc. C'est difficile à infiltrer. Mais quand on avance, le piège pour ce genre d'organisation, c'est d'être organisé comme une armée, avec des procédures, des normes, etc., etc., parce que ça les rend fragiles. Sauf que, avec le temps, ce système qui, au début, est une force, ça ne permet pas de faire des appels d'offres
et d'aller, comme l'armée française, comme la DGA, de vérifier qui est le fournisseur, de faire une enquête autour de cela. Tout est fait par des personnes qui occupent les mêmes postes pendant très longtemps. On envoie des gens en Afrique de l'Ouest pour chercher de l'argent. Il fait la collecte dans les mosquées. Admettons qu'on lui ait donné 800 000 euros au plus. Il arrive, il dépose une somme. Est-ce qu'on peut savoir qu'il n'a pas gardé 50 000 et ainsi de suite. Donc, ce qui était la force des Hezbollah pendant les années 80, quand les Hezbollah a grandi, c'est devenu des points faibles. Et c'est par là qu'Israël est entré. Quelqu'un qui vole de l'argent, c'est un excellent agent. Parce qu'après, on peut le faire chanter. Si on cherche un matériel et on sait qu'on ne peut pas faire un appel d'offres comme l'armée allemande, on trouve à qui il faut faire la proposition. Juste une question, et on va voir un exemple en reportage dans une minute, Guillaume, mais on parlait de l'infiltration, et là c'était dit dans le reportage. Le Mossad, visiblement plus que, alors peut-être avec la CIA, mais plus que tout autre service au monde, le KGB c'était sans doute différent à la grande époque, peut se permettre d'avoir des infiltrations pas sur un mois ou un an ou 2 ans, sur des décennies. C'est-à-dire quoi? C'est des agents dormants, des agents infiltrés. On a l'impression que là-dessus, je crois ils sont les meilleurs. Il l'a bien expliqué tout à l'heure. C'est une question existentielle qui est liée à l'histoire d'Israël. Donc, en fait, eux, ils ont toujours investi sur des réseaux, je dirais presque de longue durée. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre, avec 3 mois de préavis, de dire maintenant, il faut qu'on sache ce qui se passe en Iran. En fait, ça dure depuis 30 ans. Et donc, forcément, ils ont construit des réseaux qui sont beaucoup plus puissants, mais qui sont aussi ciblés. Parce qu'ils ont très bien déterminé, contrairement à Donald Trump, quels étaient leurs objectifs stratégiques. Et ça fait une grande différence. Ce qui est terrible pour tous les services secrets du monde entier, c'est quand on leur dit au bout de 2 ans, finalement, on n'est plus orienté contre tel type de menace, mais contre tel type de menace. Voilà. Typiquement, ce que la France a vécu, la menace était au Sahel, maintenant c'est... Et puis après, c'était la menace économique, après informatique, etc. Pour les services secrets, c'est terrifiant. Alors qu'en Israël, il y a toujours eu une concentration très très forte sur un objectif stratégique qui est évident pour tout le monde, c'est la survie d'Israël. Alors, on va juste voir, vous allez pouvoir répondre, Guy, je donne juste un exemple sur cette infiltration. L'un des exemples les plus emblématiques, il est très récent, c'était sur l'Iran, et c'était l'an dernier, durant la fameuse guerre des 12 jours, où l'opération avait aussi pu être menée depuis le territoire iranien par des agents infiltrés du Mossad, visiblement de longue date. On regarde et on en parle après. Le scénario a tout d'un film d'espionnage. L'Iran a été infiltré en profondeur pour être frappé en plein cœur. Voici le récit de l'opération inédite menée par Israël. Nom de code, le réveil du lion. Lancé vendredi 13 juin à 2h15 du matin, mais orchestré depuis des années par le Mossad, les services secrets israéliens. La face visible de l'offensive israélienne, ce sont ces avions de chasse. Mais dans le plus grand secret, un commando d'agents infiltrés passe aussi à l'action sur le territoire ennemi. Dès le lendemain de l'attaque, Israël s'en vante, image à l'appui. Ces silhouettes seraient des hommes du Mossad qui, en pleine nuit, sur le sol iranien, déclenchent des drones kamikazes. Guil, ça c'est assez fou. Alors, question, je suis sûr que se posent nos téléspectateurs. Ces agents infiltrés du Mossad, c'est quoi? Ce sont des Israéliens à l'origine qui ont été envoyés, qui se sont installés, double vie, qui parlent très bien persan pour l'Iran, arabe pour d'autres pays arabes de la région et qui sont donc envoyés là-bas, ou ce sont des locaux, des Iraniens de naissance, des Palestiniens, des Libanais, qui sont, achetés, recrutés, convertis? C'est plutôt ça. La deuxième solution. La deuxième option. Que ce soit le Liban, la Syrie ou l'Iran, ces pays sont tellement divisés. Si on prend juste l'exemple de l'Iran, il paraît que 70%, 80% des Iraniens détestent les régimes. Beaucoup de familles sont victimes de ces régimes, des gens qui sont arrêtés, des gens qui étaient spoliés, des gens qui avaient des biens qui étaient confisqués. Au sein des différents services, puisqu'ils ont un système assez bizarre, des gens comme Soleimani étaient en poste pendant 15 ou 20 ans. Quel général en Occident reste en poste 15 ou 20 ans? Soleimani qui a été assassiné justement par les Américains. Ça veut dire qu'il y a des colonels
et des jeunes généraux qui attendent leur tour, qui disent pourquoi lui et pas moi. Il y a beaucoup de corruption, népotisme, et donc ça permet d'avoir un énorme vivier de recrutement. Après, les Israéliens, très souvent, c'est un groupe de gens qui pas forcément parlent la langue, mais c'est service-action, des gens qui entrent, qui exécutent et qui sortent, et il y a une infrastructure qui fait des gens qui sont recrutés sur place. Eh bien, merci beaucoup Gilles et Guillaume pour cet éclairage. L'info continue sur France Info. Dans un instant, le journal Météo Climat, il y a 23h. Dans quelques minutes, vous retrouvez Julien Benedetto.